Il y a un bon chemin qui vous mènera au maître du manoir, et il vous faudra plusieurs tentatives pour le découvrir. Prenez des notes et dessinez une carte. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dessiner une carte? Est-ce qu'on a un cartographiste parmi nous? Parce que moi, j'aurais peut-être pas trop. Je vais me prendre quand même un papier, je vais aussi dessiner une carte. Ah, il recommande de dessiner une carte. Ben voilà, donc hop, j'ai pris une feuille. Donne-moi une feuille. Ah, tu vas aussi... Ouais, mais tu fais que t'as prévu de faire quelque chose? Ouais, non, en fait, je vais pas la dessiner, je vais vous laisser. Ah. Wouh! Je vais faire mon... J'ai pas pris de support pour dessiner du coup. Bon. Oh, hop, voilà, j'ai pris mon feutre. Un feutre. C'est un Bic Intense. Attention à mon... Voilà, un magnifique feutre. J'ai pas de place devant moi. C'est pas grave, je fais une carte. On verra. J'avais pas prévu le coup. C'est dommage parce que j'aime bien les cartes. Et c'est vrai que j'aurais dû prévenir. J'aurais pu lire ça et puis vous prévenir. J'ai lu juste avant ça et j'ai pas lu le... Alors. Prenez des notes et dessinez une carte au fur et à mesure de votre exploration. Oui, mais toi tu connais bien l'aventure, donc tu vas peut-être nous guider un petit peu. D'ailleurs, à ce propos, j'ai décidé dans ma tête tout seul un concept. Si vous êtes plusieurs à envisager une solution dans mes déplacements, on va appeler ça l'instinct. Si vous êtes en désaccord, on va appeler ça la conscience. Vous savez, comme le petit diable et le petit ange qui vous guide, c'est la conscience. Et l'instinct, c'est quand on sent qu'il faut aller par là. Voilà. Hein. C'est un truc tout seul dans ma tête. Hein. Mais bon, comme ça, quand je vous parlerai de conscience ou d'instinct, bah, vous savez que ça veut dire il faut faire un choix. J'aime bien complexifier les choses comme ça. Bon, bref. Cette carte vous servira lors des prochaines aventures. En même temps, j'ai pas une mauvaise mémoire non plus. Pour atteindre des endroits encore inconnus. Notez bien toutes les recommandations qui vous seront faites. Il faut savoir où il faut pas aller. Oui, bah oui. Tous les messages qui vous seront adressés, tous les numéros de référence qui vous seront donnés. Et prenez garde, car certaines pièces recèlent des pièges mortels et d'autres sont des chambres de torture. Comprenez bien que les paragraphes qui constituent ce livre n'ont aucun sens lus dans l'ordre numérique. C'est gentil de préciser. Il est essentiel que vous ne lisiez que les paragraphes qui vous sont indiqués. Ne pas respecter ce principe n'emmènerait que confusion et pourrait diminuer l'intérêt du jeu. De diminuer l'intérêt du jeu. Oui, bah... Effectivement, si on lit des choses qui n'ont ni queue ni tête, ça peut diminuer l'intérêt du jeu. Il n'y a qu'un minimum de risques à prendre pour découvrir le bon chemin. Ah, ça déjà c'est un indicatif. Et n'importe quel joueur, même si ses points de départ sont faibles, peut trouver très facilement la voie. Puissent les forces du bien vous accompagner dans le manoir de l'enfer. Alors ça déjà c'est une indication. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément chercher la difficulté. Et s'il y a un obstacle qui semble insurmontable, c'est probablement pas la bonne voie. Voilà. Après, dis-moi si je me trompe. Alors, on va commencer la lecture par une tempête infernale. Et comme c'est une tempête infernale, on va mettre une ambiance d'averse. Voilà. Pas mal, hein? Et regardez. Et comme c'est vraiment infernal, je vais même mettre un petit coup. Un petit coup de... Ah, je trouve pas la... Un petit coup de... Voilà, de tonnerre. Et on repart sur la pluie. Ah non. Oups. On remet la pluie. Allez. Hop. C'est bon? On a la pluie. Elle est pas trop forte pour vous? Voilà. La pluie qui s'est mise à tomber ruisselle sur votre pare-brise. Et même en... Bah ouais, on est dans une bagnole. Ah, mais c'est... Oui, c'est de nos jours. Bon, je vais arrêter là. Hein. Et même en tendant la tête au-dessus du volant, vous ne distinguez plus qu'une muraille d'eau devant vous. C'est en vain que les essuie-glaces poursuivent leur combat incessant, car la pluie redouble de violence. Vous êtes obligé de ralentir. Vos phares luttent pour éclairer la route.
Tonnerre.vev, oui, c'est ça. Vous envoyez à tous les diables le vieil homme aux cheveux blancs qui vous a expédié dans ce chemin défoncé. Il avait probablement voulu dire de tourner à gauche au deuxième croisement, à moins que ce ne soit à droite. Le vieil idiot! Peut-être, tout simplement, s'est-il moqué de vous. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué une lueur malveillante, sinistre même dans son regard? Allons donc, vous avez tout simplement tourné au mauvais moment. Et cet effroyable orage... j'ai fait option essuie-glace au bac, hein. Et puis il pleut depuis tellement de jours à Montpellier ces derniers temps qu'on est calé en essuie-glace. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué une lueur malveillante, sinistre même dans son regard? Oui, je sais Manon, mais tu vois, si tu dis encore, c'est encore pire, tu vois. Donc... Oh, il m'a fait perdre. Faut-il que je recommence? Mais attends, mais en fait, j'ai mon logiciel de truc qui a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attendez, je cherche mon logiciel de son, parce que là, ça fait diling à chaque fois, c'est pas terrible. Hein. Bon, ou alors on reste sans son. Comme, Oh non, c'est vrai, c'est bien les ambiances. C'est bien les ambiances sonores? Bon. Oui, moi Mais- j'aime bien. Alors, comme Manon, elle aime bien, lecture, voilà. Non, pas lire tout, je veux juste lire l'averse. Ah, mais il veut pas lire l'averse. Mais pourquoi? C'est quoi comme format? Ah, c'est du OGG. Je sais pas si je peux le lire avec d'autres choses. OG. Parce que c'est chiant ce truc, il fait ding-ling à chaque fois que je repars sur le... Bon, tant pis. Allons donc! Vous avez tout simplement tourné au mauvais moment et cet effroyable orage vous a surpris dans la nuit. La pluie va certainement cesser bientôt. Je l'espère, sinon vous allez avoir... Touloulou. Og Vorbis. Yep. Mais j'ai... je le suis avec VLC, alors du coup... Et voilà, ça fait gling 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 à chaque fois que je redémarre, ça c'est chiant. Et ça le faisait pas, ça a fait une mise à jour à la con et ça m'a... Bref. Et alors vous pourrez... Attention! Vous donnez un violent coup de volant à gauche pour éviter une silhouette qui, venue de nulle part, a surgi dans le faisceau de vos phares. La voiture bondit et rebondit sur les pierres et dans les ornières du chemin avant de terminer sa course dans un fossé. Vous reprenez vos esprits. Vous n'êtes pas blessé, mais vous êtes totalement hébété. Alors vous vous rappelez. Le corps! Vous avez percuté la silhouette qui est apparue devant vous. Il n'était pas possible de l'éviter. Vous jaillissez alors de la voiture, priant le ciel qu'il soit encore en vie. Vos vêtements sont vite détrempés, comme vous revenez en boitant sur le chemin. Il est difficile de distinguer quelque chose dans l'obscurité, mais il n'y a pas trace de corps. Oui, mais il le lit, mais à chaque fois qu'il repasse, qu'il boucle, parce que l'extrait est court, il fait... tilililing. C'est parce qu'il te montre un petit truc en bas. Oui, il me fait sortir une notif. Ah, peut-être que si je le mets devant, il va arrêter de faire bling bling bling. Ah, alors on va voir. Hop, je le réduis et je vais le mettre dans un coin. Peut-être qu'il va arrêter de faire gling 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 parce que comme je l'ai sous le nez. Hop. Voilà. En même temps, je peux avoir ça là. Donc il n'y a pas de trace de corps. On a percuté quelqu'un et il n'y a pas de trace de corps. Vous réfléchissez. Après tout, êtes-vous bien certain d'avoir aperçu quelqu'un? N'était-ce pas tout simplement un jeu de lumière? Mais non. Vous vous rappelez les bras tendus juste devant votre voiture et le visage déformé par la terreur. Le visage! Il avait quelque chose de familier. Vous le connaissez. C'était celui d'un vieil homme aux cheveux blancs. Non, ce n'est pas possible! Votre cœur cogne dans votre poitrine et, en frissonnant de peur, vous regagnez votre voiture. Vous vous installez au volant et vous tournez violemment la clé dans le contact. Le moteur tout saute, s'étouffe, puis cale. Vous tournez la clé de nouveau, mais cette fois, le moteur ne répond plus que par un léger tressautement. Vous vous cramponnez au volant et vous le secouez avec la force du désespoir, comme si vous vouliez communiquer un peu de vie à votre véhicule. Mais la batterie est morte. RIP, petite batterie partie trop tôt. Votre voiture passera certainement la nuit dans le fossé.
Moi j'avais compris. La situation n'est pas brillante, car vous ne pouvez rien faire sans votre voiture. Où trouver de l'aide? Vous avez dépassé un garage à Mingleford, mais c'était à une trentaine de kilomètres de là. Comme pour répondre à votre inquiétude, une lumière apparaît au loin. Quelqu'un a allumé une lampe de chevet. Quelle chance! Vous voilà plus de 20 kilomètres que vous n'avez vu aucune habitation, et vous êtes tombé en panne à proximité de la demeure de quelqu'un. Vous boutonnez votre manteau et vous sortez de la voiture. Le bâtiment, une espèce de manoir, vous apparaît alors plus distinctement. Un peu plus en avant, sur la gauche, à environ 5 minutes de marche, une allée y conduit. Le temps d'y parvenir, vous serez trempé jusqu'aux os. Mais comment faire autrement pour appeler un garage? Vous ne pouvez vous permettre de ne pas être à votre rendez-vous demain matin. De toute façon, il vous sera certainement possible de vous sécher après avoir téléphoné. Vous claquez la porte de votre voiture, remontez le col de votre manteau et vous dirigez vers la maison. Un éclair fait complètement sortir de l'obscurité mais, préoccupé par la pluie, vous ne prêtez pas attention à l'avertissement qui vous est donné. Le manoir est vieux, très vieux, et il aurait besoin d'un grand entretien. À travers la fenêtre, la lumière vacille, la lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile, certainement, pas celle d'une ampoule électrique. Et vous n'avez pas remarqué un détail qui aurait encore pu vous faire rebrousser chemin? Aucune ligne téléphonique n'arrive à la maison. Alors que vous gravissez les marches du perron, vous êtes loin, très loin d'imaginer le sort qui vous est réservé, car la nuit qui commence s'inscrira pour toujours parmi les plus effroyables souvenirs de votre existence. Et maintenant, tournez la page. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme ambiance? Voilà, petite ambiance des familles. Donc, je vais vous montrer, hop, la première illustration. Voilà, c'est donc le manoir sous la pluie. Voilà, c'est très engageant, ça donne envie d'y aller. Ah, bon, donc ça va, c'est pas que moi. Merci Psychalide pour ce bêta-test en live. Je vais baisser un petit peu l'ambiance. Voilà. Vous grimpez les marches 4 à 4 et arrivez devant la porte du manoir. Vous vous arrêtez un instant pour reprendre votre souffle. Bien que vous ayez couru tout le long du chemin, la pluie a transpercé vos vêtements et vos pieds sont complètement trempés. À en juger par le nombre de flaques d'eau dans lesquelles vous avez pataugé, il en coûterait une véritable fortune pour aller remettre l'allée en état. Maintenant, à l'abri du porche, vous secouez vos vêtements imbibés d'eau. La pluie tombe toujours à verse, mais il règne pourtant un étrange silence. Aucune lumière ne brille au rez-de-chaussée, et vous faites quelques pas en arrière pour essayer d'apercevoir la fenêtre qui avait attiré votre attention. Les fenêtres du premier étage sont plongées dans l'obscurité. La lumière que vous aviez vue a disparu. L'endroit semble complètement désert. C'est alors que vous prenez conscience de l'heure. Il est minuit moins 5, et tous les habitants de la maison dorment probablement. Une chouette ulule dans le lointain, avec un frisson qui vous parcourt l'échine. Vous commencez à éprouver quelques frayeurs de la situation dans laquelle vous vous trouvez, égaré en pleine campagne sur le seuil d'une vieille maison, à moitié en ruine et à l'allure inquiétante, et sur le point de réveiller quiconque peut l'habiter, à minuit. Vous ne serez certainement pas accueilli à bras ouverts, mais si vous tenez à être présent à votre rendez-vous demain matin, vous n'avez pas le choix. Vous devez trouver un téléphone pour demander de l'aide. Alors que vous vous tournez vers la porte d'entrée, vous remarquez une lueur sourde provenant d'un côté gauche du manoir. Une lampe vient d'être allumée. Quelqu'un est donc éveillé, et vous poussez un soupir de soulagement. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté avec un cordon de sonnette
serpent à votre droite. Allez-vous frapper à l'aide du marteau, ou tirer sur le cordon de la sonnette, ou alors se diriger vers la lumière en contournant le manoir? Oui, ça reste visible. Hein. Bon, et puis comme je l'ai dit, nous on n'utilise pas l'or et le... Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en appelle à ma conscience. Ou à mon instinct. Est-ce que je frappe à l'aide du marteau? Est-ce que je tire la sonnette? Ou est-ce que je me dirige vers la lumière sur le côté là-bas? Tu tires la sonnette. Donc, Manon dit tire la sonnette. Psychalide, Victor. Il suffit qu'il y en ait deux qui disent la même chose et je prendrai ce choix. Donc, est-ce qu'on frappe avec le marteau? Boum. Donc, on tire la sonnette. Mon instinct me dit de tirer la sonnette. Vous saisissez le cordon de sonnette et vous tirez. Venant des profondeurs du manoir, vous percevez un léger tintement et la lumière que vous aviez aperçue sur votre gauche disparaît. Rendez-vous au 357. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille vêtu d'un habit de couleur noire. Son long visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui » dit-il d'un ton légèrement indigné. Vous souriez nerveusement et vous lui expliquez la situation peu agréable qui est la vôtre. L'homme demeure impassible. « Entrez » dit-il. « Le maître vous attend, suivez-moi. » Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall et vous prie de vous asseoir pendant qu'il avertit son maître de votre arrivée. Rendez-vous au 8. Mais non, pas de spoil. Juste des conseils, éventuellement. Vous vous installez dans un lourd fauteuil sculpté et vous examinez les lieux. La salle dans laquelle vous vous trouvez est bien différente de ce que l'aspect extérieur du manoir vous a fait imaginer. Elle est en effet décorée avec goût de riches tapisseries et d'élégants lambris de chêne et est meublée d'une robuste table ainsi que de fauteuils datant certainement du XVIIe siècle. De plus, de nombreux portraits sont accrochés au mur. Alors, est-ce qu'on va attendre l'arrivée de notre hôte? Est-ce que l'on va s'intéresser au portrait? Ou est-ce qu'on va se mettre à la recherche d'un téléphone? Allez, Manon, c'est toi qui décides. Est-ce que l'on attend l'arrivée de l'hôte? Est-ce qu'on observe les portraits? Ou est-ce qu'on recherche le téléphone? Observe les portraits. Donc on va observer les portraits. Trois portraits attirent particulièrement votre attention. Allez-vous vous intéresser à une jeune femme d'aspect agréable portant une tiare, à un homme corpulent d'âge moyen portant des lorgnons, ou à une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère? Alors, une femme d'aspect agréable portant une tiare, un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou à une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère. Psychalide, à toi. Scalopio, j'ose pas trop parce que des fois il est peut-être pas forcément sur l'ordi, il est peut-être à distance en train de faire autre chose. La femme jeune. Bon, bah, ça c'est de l'instinct, hein. Vous êtes vraiment raccord puisque Manon avait dit la même chose. Donc, allons voir la jeune femme à la tiare. Ouais, aujourd'hui on est sur la même. Sous le portrait se trouve une petite plaque de cuivre sur laquelle vous lisez. Ah, ça il va falloir peut-être prendre des notes. Margaret de Danvers. 1802-1834. Oh, elle est morte à mon âge, là. Elle est morte à 32 ans, la mémère. Alors, on va prendre des notes. Donc, elle s'appelle comment? Elle est morte. Bah oui, Margaret mais il y a Danvers. longtemps, hein, je pense, hein, puisque vu la date. On a dit comment? Margaret Oui, elle serait morte de toute manière. Mais... de Danvers. Et ses dates, c'est 1802-1834. Je ne sais pas, peut-être que ça servira, hein? Vous regardez son visage avec émotion, en regrettant presque qu'elle soit morte si jeune. Mais alors que vous êtes fasciné par sa beauté, vous sursautez en écarquillant les yeux.
Avez-vous réellement vu ses lèvres frémir? Mais non, c'est impossible. Et pourtant, il vous semble maintenant percevoir un chuchotement. Vous vous approchez et vous collez une oreille sur la bouche peinte qui prononce alors ces mots. « Étranger, prends garde à ce lieu car il est maudit. Nombreux sont ceux qui ont succombé à ces maléfices. Je fais partie de ceux-là. Lord Kelnor, ce démon, a déjà prévu votre trépas. Surtout, ne buvez pas de son vin blanc, et si vous pouvez encore, fuyez. » Totalement abasourdi, vous faites un pas en arrière. C'est bon, puis. Mais Le jeu est fini. où donc avez-vous mis les pieds? Donc on refuse de boire le vin, hein, on va le noter. Refus vin blanc. Ah, le petit vin blanc. Dans une espèce de demeure en ruine que le moindre souffle de vent pourrait disloquer, hein? Mais où donc avez-vous mis les pieds? Dans une espèce de demeure en ruine que le moindre souffle de vent pourrait disloquer, renfermant les objets de la plus grande valeur et des peintures qui parlent. La terreur vous gagne et vous ajoutez 1 à votre total de peur. Est-ce qu'on se précipite vers la porte pour fuir ou est-ce qu'on attend de voir encore ce qui peut arriver? J'en appelle à vous pendant que je suis en train de mettre mon 1 de peur. Ben, tu peux essayer de fuir. Manon propose de fuir. Du coup, ça finit le truc. Vous précipitez vers la porte. La psychalide a dit « Attends ». Alors j'en appelle du coup à la métaconscience. Victor, mon conseiller, Cornelius. Vous savez, Cornelius, c'est le conseiller de Babar. Victor, pour qui dois-je prendre parti? En ton âme et conscience, bien sûr. Sinon, je peux toujours lancer un dé. Hein. Bon, allez, je lance un dé. Si c'est pair, j'attends. Si c'est impair, je fuis. Je fuis. Ah, fuir dans un LDVH, c'est toujours une mauvaise idée. Bon. Alors, on va attendre. Psychalide, je te fais confiance. C'est toi que j'écoute. 277. Généralement, quand on fuit, on présente son dos. Hein. Bon. Vous entendez soudain un bruit de pas et l'homme vêtu de sombre réapparaît, précédant un personnage de haute taille portant une veste d'intérieur pourpre. On dirait le vieux dans Dracula. Permettez-moi de vous présenter Lord Kelnor, comte de Brume, dit-il. Le comte vous tend la main. Alors je vais vous le présenter moi aussi, il n'y a pas de raison. Bon, même si Victor tu le connais. Voici Une sale gueule. l'homme en question et donc le serviteur à côté. Son regard vous transperce et ses lèvres esquissent un pâle sourire. À peine avez-vous commencé à lui raconter votre mésaventure qu'il vous interrompt d'un signe de la main. « Je vous en prie, dit-il. Je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête. Allons nous installer devant un bon feu et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. » Puis, se tournant vers son majordome, il ajoute « Tu l'as déjà fini, Victor ?» Bon, j'imagine que oui, vu que c'est ton préféré. « Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose de chaud pour notre visiteur. » Vous protestez en disant que vous ne voulez pas le déranger, mais sans vous prêter la moindre attention, il vous conduit jusqu'à un salon où brûle un feu de bois. Vous vous débarrassez de votre manteau et vous vous installez confortablement dans un fauteuil. Bientôt, la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées. D'autant plus que Franklin est vite de retour portant un plateau sur lequel est posé 2 verres de cognac. Allez-vous vous détendre en dégustant le cognac, puis demander à votre hôte la permission d'utiliser le téléphone, ou est-ce que je préfère attendre qu'il me questionne? Attends, tu te questionnes. Vois rien.
On m'a dit de pas boire le vin blanc, mais le cognac, c'est pas un vin blanc. Oui, mais enfin dehors. Et il y a 2 verres. Tu me miturais la tronche, tiens. Il y a 2 verres, donc peut-être que j'aurai le choix entre un verre de rosé et un verre de blanc. Ah, faut jamais faire confiance de que dalle. Bah vas-y, picole si t'en as envie. Que faire? Donc maintenant, toi, tu penses qu'il vaut mieux, comme on nous a dit, de ne pas boire du vin blanc, d'éviter de boire tout verre qu'il nous tend, même si celui-ci est du cognac. Toujours mort. Ah ouais, tu l'as tenté combien de fois celui-là? Bon, peut-être même que tu les as pas comptés. Alors, est-ce qu'on va se détendre en buvant du cognac? Non, toi, tu bois rien. Bon, mon instinct me dit de ne rien boire. La nervosité qui est la vôtre semble embarrasser quelque peu votre hôte. Allons, allons, dit-il. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ce n'est quand même pas un petit accident qui vous fera perdre vos nerfs. Buvez ce cognac et oubliez vos craintes. Pendant qu'il prononçait ces mots, vous l'avez observé attentivement. Peut-être est-ce votre imagination qui vous joue des tours? Il a l'air méchant. Car que devez-vous croire? Sa bienveillante attention quant à votre bien-être ou cette espèce d'expression malveillante que vous avez cru déceler dans ses yeux et dans son sourire? Vous frissonnez, et très certainement avez-vous raison de ne pas être rassuré. Vous ajoutez un point de peur. Oh merde. Je crois que de démarrer avec 7 de peur au maximum, déjà, ça me condamne. Hein. Peu de temps après, Franklin apparaît et vous annonce que le repas est servi. Vous vous levez en compagnie du comte que vous suivez vers la salle à manger. Rendez-vous au 309. Je rappelle que c'est un one-through path, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vrai chemin, et que donc à partir du moment où j'ai fait un choix, potentiellement j'ai déjà perdu. Voilà. Par exemple, le fait de frapper ou de tirer la sonnette, déjà je peux avoir perdu. La salle à manger est somptueuse. Une grande table est dressée entre 2 chaises en bois sculpté. Sur cette table sont disposés des couverts en argent. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries rouges et la pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies. Vous vous installez à la table et Franklin vous présente du vin. Ah, j'aurais peut-être dû boire le cognac. Allez-vous choisir le vin blanc ou le vin rouge? Bah le vin rouge. J'hésite pas une seconde. Fille, elle a dit bon. Ouais, ou alors c'était une... Une pétasse. Ah, non, ben on va prendre le vin rouge. Hein. Là, c'est plus que mon instinct, c'est je fais confiance aux jolies femmes qui me parlent dans des tableaux. On m'a dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre. Le vin est délicieux. Et sans aucun doute s'agit-il là d'un cru exceptionnel. Après avoir dégusté un excellent potage, vous avez le choix entre 2 viandes. Voulez-vous goûter à l'agneau ou au canard? Mais vous pouvez aussi déclarer à votre hôte qu'ayant déjà dîné, vous n'avez plus faim. On n'a plus faim, hein. Ouais, non, on a déjà mangé, on n'a plus faim. Ingurgiter des trucs, c'est... Le comte est outragé. Ainsi, vous l'avez laissé préparer un repas en plein milieu de la nuit, avec tous les inconvénients que cela suppose, et maintenant vous lui déclarez que vous n'avez pas faim. Merde. Vous pouvez lui présenter les excuses et choisir le canard ou l'agneau, mais vous pouvez aussi, en regrettant de l'avoir ainsi dérangé, passer outre sa colère et rester ferme dans votre décision. Non, bah Hmm. non. Non, bah non, bouffe donc le canard. Canard ou agneau ou on insiste? Ah, c'est bon le canard. C'est bon le canard. Bon, bah, puisqu'il insiste, on va manger un peu de canard. Vous oubliez vos soucis en voyant apparaître le canard rôti. Le comte a choisi lui aussi du canard. C'est bon ça. Et tandis que vous le savourez, vous poursuivez votre conversation. Il vous demande la raison qui vous a conduit sur cette route déserte en plein milieu de la nuit, et vous lui parlez du vieil homme, de la mauvaise direction qu'il vous a indiquée ou que vous avez prise. À votre tour, vous lui posez des questions sur lui-même et sur sa famille. Bon, ben on a bien fait de prendre le canard, hein. Encore une victoire de canard. Vous apprenez alors que le comte est le dernier descendant de la lignée des Brumes. Son domaine s'étend à des kilomètres à la ronde.
À une époque, ce domaine était prospère. De nombreux métayers le cultivaient et son revenu était confortable, jusqu'à ce jour néfaste qui fut témoin de la mort de sa sœur, survenue dans des circonstances bizarres. Alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans... ouais, c'est bien elle, hein. Ah, donc c'était sa sœur. Elle fut retrouvée sans vie dans une clairière de la forêt, le cou portant des marques étranges. La nouvelle de ce drame se répandit vite, et dans leur ignorance, les paysans eurent vite fait de propager des histoires de sorcellerie et de magie noire. Bientôt, le manoir devint un lieu maudit. Tout cela était à mettre au compte de la superstition et de la stupidité, bien entendu, mais pourtant, peu à peu, les fermiers désertèrent le domaine. Le morceau d'agneau est depuis longtemps terminé lorsque le conte achève son récit. Mais j'ai mangé du canard. Le morceau de canard est depuis longtemps terminé lorsque le conte achève son récit. Franklin vous propose maintenant des fruits, du fromage et du café accompagnés de cognac. Qu'est-ce que je choisis? Un fruit, du café et du cognac, du fromage, du café et du cognac, ou juste un fromage et du café? Alors, fruits, café, cognac, fromage, café, cognac, ou fromage, café. C'est-à-dire pas de cognac. Je voulais pas de fromage. Pas de fromage? Donc du fruit, du café ou du cognac? On n'a pas eu d'informations sur le fruit ou le café ou le cognac ou le fromage. Hein. Mais on est obligé de prendre quelque chose, de toute manière. On est obligé de prendre au moins deux choses. Fruit, café, cognac. Bon, bah tout le monde est d'accord. Eh, vous êtes vachement sur la même longueur d'onde, hein, toutes les deux aujourd'hui. 224. Ah, d'ailleurs, rien à voir, hein, mais on va passer à Toulouse dans pas longtemps. Enfin, le mois prochain. Je t'expliquerai plus tard, Psychalide. On a une pendaison de crémaillère chez des amis et on se disait qu'on pouvait venir la veille chez toi et le lendemain on passerait la crémaillère et puis ensuite avant de repartir. Comme ça ferait... on pourrait... Bref, on en rediscutera. Franklin vous sert ce que vous avez demandé et vous terminez votre repas. Vous devez être encore bien fatigué, dit le comte. Minuit est passé depuis longtemps. Franklin va vous conduire dans votre chambre. Vous prenez congé du comte après l'avoir remercié et vous suivez Franklin qui vous précède jusqu'à un ample et magnifique escalier à la rampe sculptée. Oui, c'est vrai, le téléphone, ça y est, on s'en fout maintenant. En haut de l'escalier se trouve un balcon sur lequel donnent de nombreuses portes, portant, pour la plupart, un nom inscrit sur une plaque. Franklin vous mène jusqu'à l'une de ces portes sur laquelle vous pouvez lire Erasme, du nom du philosophe de la Renaissance, qui a écrit notamment Éloge de la folie. C'est ça, hein? En fait, c'est un manoir, il est pas du tout hanté. C'est toi qui commences à délirer, quoi. Après l'avoir ouverte devant vous, il vous souhaite une bonne nuit. Rendez-vous au 5. Et en fait, pour réussir l'histoire, faut avoir peur de rien. Faut se dire, oui, bon, bah, je me détends, allez, je bois un petit cognac. Jusqu'à présent, on est plutôt bien reçu dans ce manoir, hein. De toute évidence, cette chambre a été préparée pour vous. La pièce n'est pas très grande, mais un large miroir a été disposé de telle sorte... Comment ça peut être sa sœur? Ah oui, effectivement. 1800 et des bagnoles et compagnie. Eh, tu as relevé un loup, il ment. Ou alors c'est pas la même. Ou alors il parle pas de la même gonzesse. Ou alors il parle pas de la même gonzesse. Elle a Ah, 32 ans et elle est morte en 1800 et quelques, et lui c'est sa sœur. ouais, c'est louche, tu as raison Manon. Merci pour cette perspicacité et conscience. De toute évidence, cette chambre n'a été préparée pour vous. Bon, blablabla. La pièce n'est pas très grande, mais un large miroir a été disposé de telle sorte qu'elle paraît 2 fois plus importante. Le lit est fait de drap d'une blancheur immaculée et un feu accueillant brûle dans la cheminée. Le majordome vient de refermer la porte derrière lui et vous vous approchez du feu sans savoir que penser. Jamais vous ne serez à l'heure à votre rendez-vous si vous ne quittez pas immédiatement ce lieu. Mais s'il est exact que le téléphone ne fonctionne pas, que faire d'autre sinon passer la nuit ici? Elle n'est pas chipoteuse, elle est cohérente. Vous voyez qu'elle est utile. Hein. Ça nous fait une belle jambe de le savoir, ça. Peut-être le plus sage, mais ça veut dire qu'on ne doit pas croire le conte. Peut-être le plus sage est-il de prendre vos vêtements face au feu et de vous mettre au lit.
Mais si vous préférez ne pas rester dans cette chambre, rendez-vous au 59. J'imagine qu'il va falloir plutôt bouger que de rester dans sa chambre et attendre le lendemain matin. Je sais pas pourquoi. Non, j'aurais aimé, mais j'aurais pas bougé de ma chambre, moi. Puis voilà, comme ça, tu risques pas de tomber au détour d'un couloir. Ouais, mais en même temps, je vois mal un livre dont vous êtes le héros où en fait, tu restes dans ta chambre, t'attends que les choses se passent et puis le lendemain. Oh, j'ai bien dormi! Et c'est pour ça que c'est très simple. Oui, c'est vrai, là, par rapport. Bouille ou pas? J'en fais appel à vous, conscience. Manon, elle dit qu'elle ne bouge pas. Moi, je tue les films d'horreur dans l'œuf. C'est à chaque fois que. Non, mais j'y vais pas. Maintenant, elle va se coucher. Moi, je vais me coucher, je me mets sous les draps et j'ai pas un pied qui dépasse du bord du lit. Voilà. Bouge pas. Tiens. Ça sent pas bon cette histoire. Oh, ceci dit, avec mon score de peur à 7. Alors, on bouge pas, on se remet au lit. Rendez-vous au 23. Voilà. Je dors. Demain, ça va être une belle journée. Le lit est tiède et confortable. Et bientôt, vous vous endormez. Mais des pensées étranges et inquiétantes vous traversent l'esprit et vous vous redressez subitement, inondé d'une sueur glacée. Pour voir si t'as raison ou pas. Un bruit vous a réveillé. Le bruit de la porte qui se refermait. Avec inquiétude, vous regardez autour de vous, et vos yeux se portent enfin sur un verre empli d'un liquide limpide qui a été déposé près de votre lit. On vous a apporté une tisane! Vous bondissez hors du lit, et vous précipitez sur la porte. Elle est fermée à clé. Est-ce qu'on boit le liquide ou est-ce qu'on essaye d'enfoncer la porte? Ah, t'es obligé de faire l'un ou l'autre? Ouais. Est-ce qu'on boit le liquide qui est subitement apparu sur notre... Putain, mais en fait, c'est plein de choix binaires, tu sais, c'est 0 ou 1, quoi. C'est pas... C'est une tisane, ça peut pas faire de mal. Oh, le truc, ça me fait flipper. Parce qu'enfoncer la porte chez son hôte, je trouve ça pas terrible, quand même. La porte. Bon, ben, la porte. Psychalide, elle veut que j'ai des ennuis. Oui, c'est un one-two prof. Oui. Ah, au fait, Psychalide, pour te donner des indications sur le niveau de perversitude de l'auteur, il s'agit de Steve Jackson, qui est le même auteur que Les Sorcelleries, duquel tu en es au 2e tome, si j'ai bien suivi. Voilà, ça te donne peut-être une idée de la mentalité du bonhomme. Voilà, si ça peut t'aider dans ta prise de conscience, dans tes prises de conscience. Donc, on va enfoncer la porte. Rendez-vous au 128. Ça se fait pas beaucoup, je trouve, quand même. Hein. Moi, j'aurais vu le tisane. Vous reculez de quelques pas. Et vous vous précipitez contre la porte qui tremble. Le choc a résonné dans toute la maison, mais la serrure a tenu bon. Vous avez rebondi contre la porte, et votre épaule est endolorie. Vous perdez 2 points d'endurance. Moi, j'aurais vu la tisane. Voilà, Je vous j'ai dis, perdu. En fait, faut faire vraiment comme si t'étais peinard. Maintenant, vous pouvez faire une autre tentative. Ou peut-être que vous pensez que cette porte est bien trop robuste pour que vous puissiez en venir à bout. Boire la tisane. Au bout d'un moment, Qu'est-ce qu'on fait? bon, bah, tu me portes. Est-ce qu'on retente? Est-ce qu'on insiste? Je vais me le faire, cette porte. Ou est-ce qu'on se recouche? On se dit, ouais, non, finalement... Finalement, c'est trop pour moi, en plus j'ai mal à l'épaule, je vais me coucher, ça ira mieux demain. Manon, Moi, je me recouche. maintenant elle va se recoucher. Je l'ai dit. Psychalide trop robuste, donc on va aller se coucher. Je suis mon instinct, et donc je vais me coucher avec un petit mal à l'épaule en prime. Soudain, vous entendez un bruit de pas traînants qui s'approche de votre chambre. Les pas s'arrêtent devant la porte et vous entendez un cliquetis de clés qui tourne dans la serrure. Vous devez rapidement prendre une décision. Allez-vous sauter dans le lit et faire semblant de dormir, ou allez-vous vous cacher derrière la porte pour surprendre quiconque apparaît? Je fais semblant de dormir. On fait semblant de dormir, allez, 179. Vous vous précipitez dans le lit
dont vous tirez les draps sur vous, en gardant un œil entrouvert pour voir qui va pénétrer dans la pièce. La porte s'ouvre, et une silhouette ratatinée apparaît en tirant la jambe. On dirait un homme plié en deux et marchant avec difficulté. Il porte un verre à la main, qu'il dépose sur la table de chevet, puis il fait demi-tour et se dirige vers la porte. Encore comme ça, t'en as deux. Est-ce que je saute du lit pour l'attaquer, ou est-ce que je préfère attendre qu'il ait disparu pour avaler la boisson qu'il a apportée? Les choix, c'est... Ah ouais, c'est chiant parce Je m'en remets à toi, Psychalide. Est-ce qu'on l'attaque ou est-ce qu'on va boire le liquide? Mais ça, c'est pour nous... comment dire? C'est pour nous mettre la pression, vraiment. On est en... que tu peux pas rien faire, juste. Non. Soit on saute du lit pour l'attaquer, soit on attend qu'il ait disparu pour avaler la boisson qu'il nous a apportée. Encore de la boisson. Mais c'est le même, en fait il fait des allers-retours, il pose à chaque fois un verre sur la table, il s'en va, il revient, il repose sur la table, il s'en va, il revient, il pose sur... Attends. Donc je prends la boisson. Puisqu'attendre égale prendre la boisson. Le liquide est aussi sirupeux que l'eau dans laquelle on aurait fait dissoudre beaucoup de sucre. Mais votre demi-sommeil vous a tellement asséché la bouche que vous le buvez jusqu'à la dernière goutte. Vous vous remettez au lit en vous demandant qui a pu pénétrer dans la chambre. Sans doute Franklin, le majordome. Une bonne attention de sa part de vous apporter une tisane. Mais pourquoi a-t-il fermé la porte à clé? Vous vous sentez si fatigué que vous vous pelotonnez dans votre lit. C'est alors que la tête commence à vous tourner et que la pièce semble naviguer d'un mur à l'autre, d'un mur sur l'autre. Même si dans le peu de conscience qui vous reste, vous comprenez que vous avez été drogué. Il est trop tard maintenant. Trop tard pour essayer de reprendre vos esprits. Rendez-vous au 173. Vous ouvrez les yeux. La tête vous tourne encore et vous mettez quelque temps avant de réaliser que vous êtes pieds et poings liés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est vide. Mais déjà, vous avez un plan. Vous allez sautiller jusqu'à la fenêtre, briser la vitre et frotter vos liens sur le tranchant d'un éclat de verre afin de vous libérer. Avec difficulté, vous vous mettez sur vos pieds. Déjà, on a du mal à se mettre sur les pieds. Et, par petits bonds maladroits, vous arrivez jusqu'à la fenêtre. Au dehors, le vent pousse des rafales de pluie contre les vitres. Allez-vous essayer de fracasser avec vos mains? Mais là, c'est une entreprise risquée. Ou préférez-vous tenter votre chance? Bon, donc ils t'en veulent vraiment, ces gens. Est-ce que je tente de le briser avec... Alors, est-ce que je tente de les fracasser avec mes mains? Ou est-ce que je préfère tenter ma chance? Je sais pas pourquoi, mais est-ce que je préfère tenter ma chance? On va tenter sa chance, après tout. Remarque, j'ai que 9 de chance, hein. Mais allez, on va faire fonctionner l'application de Victor, on va tenter la chance. Alors, tentons notre chance. Ah, pas de bol! Ah ouais, mais attendez, je suis allé... Avez-vous été chanceux ou malchanceux? Si vous avez été chanceux, vous êtes libéré. Si vous êtes malchanceux, vous vous êtes cruellement coupé. Vous perdez 2 points d'endurance. Voilà. Donc, 2 points d'endurance en moins. Et rendez-vous au 317. Vous coupez vos liens et vous massez vos poignets qui sont complètement engourdis. Puis vous vous dirigez vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Elle n'est pas verrouillée. Vous l'entr'ouvrez alors légèrement et vous jetez un coup d'œil à l'extérieur. La pièce dans laquelle vous vous trouvez donne sur un balcon, situé au premier étage du manoir, qui est bordé par une balustrade, à travers les barreaux de laquelle vous pouvez apercevoir le hall d'entrée. À votre gauche, 2 portes sont situées dans le coin de ce balcon qui se poursuit après avoir tourné sur la droite. Si vous voulez vous diriger vers cette direction, donc à gauche,
En tournant votre regard sur la droite, vous remarquez que le balcon longe une autre porte avant de tourner sur la gauche. Est-ce que je préfère prendre ce chemin? Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite, c'est-à-dire vers un balcon qui loge une autre porte avant de tourner à gauche, ou est-ce que je vais à gauche, où là, deux portes sont situées sur le coin du balcon, qui se poursuit après avoir tourné sur la droite? Plutôt sur la droite ou plutôt sur la gauche? Gauche toujours. Allez, gauche toujours. 287. D'ailleurs, il commence souvent par la gauche dans le... quand il nous propose des choix. C'est parce qu'il balaye la pièce de gauche à droite. Ça semble logique, hein. C'est le sens de lecture. 287. Vous vous dirigez vers les deux portes situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom de Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, elle ne porte aucun nom. Est-ce qu'on pénètre dans la pièce de Balthus? Ou est-ce qu'on pénètre dans la pièce sans nom? Ou est-ce qu'on veut continuer notre chemin le long du balcon? C'est qui Balthus? Il y a marqué Balthus sur la porte, on sait pas qui c'est. C'est la première fois qu'on arrive ici. Balthus porte sans nom ou on continue à longer le balcon? On va voir Balthus. Allez, ouais, ça m'inspire comme nom, Balthus. Alors, Balthus. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est nue. Un mur est tapissé de papier à rayures et une cheminée sur laquelle est posée une petite boîte en bois se dresse au milieu d'un autre mur. Des rideaux sont tirés le long du troisième mur, mais ils pendent misérablement et sont comme bombés à différents endroits. Qu'allez-vous faire? Examiner les rideaux, ouvrir la boîte ou quitter la pièce?